Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Éthique et pratique médicale. Éthique et pratique médicale, fondée par Richard Moreau, collection dirigée par Roger Tessou. La collection Éthique et pratique médicale est une tribune qui permet à tous les acteurs du monde de la santé, professionnels, enseignants, administrateurs, économistes et patients d'exposer leurs opinions, de décrire leur expérience et de proposer des solutions aux problèmes posés par une profession en pleine mutation, et ce en toute indépendance et en conformité avec la déontologie et les bonnes pratiques médicales. Dernière parution. Alain Goldcher, Bien vivre avec un oignon. Questions-réponses illustrées sur l'hallux valgus, le trouble statique le plus fréquent 2021. Jeannot Baanitse, Soins palliatifs en RD Congo et en Afrique. Appel à la promotion et l'intégration, 2021. François Matte, La recherche médicale française. Hier on la trouvait, aujourd'hui on la cherche, 2021. Jacques Morna, Choix et médecine, 2021. Philippe Viard, On n'est jamais assez vieux pour faire un mort, repenser les soins pour les personnes dans les services de longue durée, 2021. Justine Dill, Vaccin entre méfiance et adhésion, 2021. Jean-Yves de la Caffinière, 50 ans de pratique chirurgicale. Pensée parallèle, 2021. David Leriche, Équilibre et motricité chez les personnes âgées, la liaison œil-pied, 2020. Bernard Jurth, Vivre mieux à tout âge grâce à l'ostéopathie, suivi de Journal d'un voyage aux sources de l'ostéopathie, 2020. Claire Grand, Les maladies expliquées aux enfants. Microbes et compagnie, 2020. Jean-Yves de la Caffinière, La prise de décision médicale, un art ou une science, essai 2019. Khadija Charaoui et Antoine Biwa, Corps et traumatisme, théorie et sens de la maladie, 2018. Du même auteur. La vieillesse n'est pas une maladie, Albin Michel, 2015. Dictionnaire impertinent de la vieillesse, ouvrage collectif, RS 2017. Chapitre 1. La clinique et la relation médecin-malade aujourd'hui. La mort de la clinique est un thème très discuté aujourd'hui. Il existe de nombreuses justifications à ce débat. Certains d'ailleurs ont senti le vent avec raison. Ainsi l'Académie de médecine a organisé un cycle de conférences sur le thème « Mort de la clinique ?» en 2011. En effet, si l'on observe avec un œil froid ce qui se passe dans les consultations, lieu privilégié s'il en est, de la rencontre et d'un éventuel dialogue entre le médecin et son malade, on s'aperçoit que la technologie se taille la part du lion et occupe presque toute la place. Débauche d'examens complémentaires, en particulier d'imagerie, listings impressionnants d'examens biologiques. L'examen clinique a quasiment disparu. S'agit-il d'une bonne ou d'une mauvaise chose ? Le rétrécissement de l'examen clinique ne signifie pas à proprement parler que disparaît la relation médecin-malade. Néanmoins, la clinique, qui inclut en son sein la relation médecin-malade, doit être aujourd'hui totalement repensée eu égard à l'apparition de nouvelles technologies de toute nature qui contribuent à la précision et à la certitude du diagnostic. Les explications que le médecin fournit aux malades semblent souvent mal comprises par celui à qui elles sont censées s'adresser. Il est fréquent que le médecin parle à son patient comme s'il s'adressait à un confrère avec qui il partagerait la même problématique. Le médecin, en de nombreuses circonstances, ne sait pas se mettre à la portée du malade. Les préoccupations de l'un et de l'autre se croisent sans jamais se rencontrer. Les propos tenus par certains médecins à leurs malades se basent sur des explications purement rationnelles qui fondent la connaissance médicale du praticien. Ce qui vient d'être dit vaut surtout pour les jeunes médecins. Par la suite, les choses s'améliorent car le praticien se rend compte que son discours n'est pas adapté et pas entendu. Mais le médecin récemment diplômé n'a pas été formé à cela. La médecine scientifique constitue une telle certitude pour un certain nombre de médecins qu'ils sont dans une incapacité quasi totale d'entendre le discours du malade, d'entendre ses angoisses. Ils ne savent qu'administrer à celui dont le soin leur incombe les résultats de telle ou telle étude, données statistiques à l'appui. Tellement est grande leur conviction de l'infaillibilité et de la toute-puissance de la médecine, qu'ils en deviennent autistes et imperméables à la souffrance d'autrui. Il ne faudrait pas que la technologie emporte tout sur son passage.
La qualité de la relation médecin-malade reste une donnée incontournable que personne ne peut mettre en doute. Et elle met en jeu, bien au-delà des données scientifiques, l'ambivalence omniprésente dans ce que j'appellerais un partenariat qui n'est pas exempt d'affect, de projection, d'identification. Chapitre 2. Cette mort n'est-elle pas une mort annoncée ? Lorsqu'on réexamine la périodisation que propose Foucault dans Naissance de la clinique, il la présente comme une succession de ruptures, à rebours d'une éventuelle conception de connaissance qui se cumulerait. Michel Foucault, en effet, périodise rupture après rupture. D'abord, la médecine nosographique, puis la médecine des épidémies, puis la médecine clinique et anatomopathologique. Il est permis de se demander si, au sein même des hypothèses que Foucault déploie dans Naissance de la clinique, on ne peut pas y lire en filigrane la mort annoncée de la même clinique. Ainsi, au fil de la lecture de Naissance de la clinique, pour connaître la vérité du fait pathologique, le médecin doit abstraire le malade. Ce qui définit l'acte de la connaissance médicale dans sa forme concrète, ce n'est donc pas la rencontre du médecin et du malade. En effet, dans le processus d'établissement des connaissances sur les maladies et les pathologies, il faut à un moment donné, spécialement au moment initial, alors que la connaissance est balbutiante, voire inexistante, extraire la maladie du malade. On se trouve dans l'obligation de la désincarner afin de l'établir en tant que réalité autonome et lui donner la consistance d'une entité bien délimitée. Canguilhem écrit : le clinicien moderne adopte plus volontiers le point de vue du physiologiste que celui de malade. C'est sans doute en raison de ce fait massif d'expérience médicale que les symptômes morbides subjectifs et les symptômes objectifs se recouvrent rarement. Et citant le Riche, Canguilhem met à plat les contradictions incontournables inhérentes à la triangulation malade-maladie-médecin. Si l'on veut définir la maladie, il faut la déshumaniser. Puis, la maladie qui n'a jamais existé dans la conscience de l'homme se met à exister dans la science du médecin. Et enfin, c'est le point de vue du malade qui est au fond le vrai. C'est un point de vue qui se situe à contre-courant de l'opinion majoritaire chez les médecins. Il tire à l'évidence la maladie du côté du patient, c'est-à-dire de l'illness. Canguilhem ajoute dans un autre texte : la médecine d'aujourd'hui s'est fondée avec l'efficacité qu'il faut lui reconnaître, sur la dissociation progressive de la maladie et du malade, apprenant à caractériser le malade par la maladie plutôt qu'à identifier une maladie d'après le faisceau de symptômes spontanément présentés par le malade. Maladie renvoie davantage à médecine qu'à mal. Quand un médecin parle de maladie de base d'eau, c'est-à-dire de goitre exophthalmique, il désigne un état de dysfonction endocrinienne dont l'énoncé des symptômes, le diagnostic étiologique, le pronostic et la décision thérapeutique sont soutenus par une succession de recherches cliniques et expérimentales, d'examens de laboratoire, au cours desquels les malades ont été traités non comme les sujets de leur maladie mais comme des objets. Cette proclamation forte de Georges Canguilhem selon laquelle la médecine traiterait les malades non comme des sujets mais comme des objets, va nous servir de fil conducteur tout au long de ce livre. Le problème probablement le plus important de la médecine actuelle réside dans la dégradation de la relation médecin-malade. Elle aboutit à l'absentement du malade, qui est physiquement présent mais qu'on n'entend plus. C'est bien cette question qui doit être au centre de la réflexion contemporaine sur le renouvellement de la clinique. Et à y réfléchir plus profondément, si le malade paraît absenté, c'est en réalité l'arbre qui cache la forêt. C'est bel et bien la médecine qui s'absente. Car forcément le malade, inscrit dans son être de malade, est toujours présent. Un symptôme, ça insiste. Si la biologie, la chimie, la science et la technique en général soignent, c'est au sens où il y a du symptôme. La médecine existe en tant que modèle ayant ses lois propres portant sur la clinique, et dont on dira avec Hippocrate qu'elle est fondée sur l'observation qui autorise dans sa suite un pronostic. L'observation, aidée de tout l'appareil technique nécessaire, ainsi que le fait d'entendre et de tenir compte du sujet malade fixe sous le nom de médecine, une science d'un modèle spécifique dont l'objectif principal est la recherche des causes rationnelles de la maladie. Hippocrate a certes existé en tant qu'individu. Mais les écrits attribués à Hippocrate sont le fruit de multiples discussions et échanges intellectuels dont Hippocrate était le principal initiateur. Ces écrits marquent le début de la rationalité en médecine. Son serment,
en fait le créateur de la profession médicale moderne. Hippocrate enseignait aussi la médecine. Qu'enseignait-il ? Socrate, cité par Platon dans Phèdre, commence par annoncer que la rhétorique et la médecine ont la même procédure. Elles doivent toutes les deux appliquer une méthode de division logique pour connaître la nature de leur objet, la médecine traitant du corps et la rhétorique de l'âme. Voyant que Phèdre consent sans enthousiasme à cette formulation, Socrate répète sa question de manière différente. Crois-tu qu'il soit possible de dire quelque chose de valeur sur la nature de l'âme indépendamment de la nature du tout ? La réponse de Phèdre est un assentiment quelque peu ironique. Eh bien, s'il faut en croire Hippocrate, on ne peut pas parler du corps sans appliquer cette méthode. D'accord sur ce point, Socrate lui demande alors plus que l'autorité d'Hippocrate. Il demande si la raison en est d'accord. Ce n'est qu'alors qu'il entreprend de définir la véritable méthode, soi-disant hippocratique, qui consiste à déterminer si l'objet est une seule chose ou s'il est multiple, et dans ce dernier cas, à le diviser en ses éléments constitutifs et à déterminer les relations et les interactions qu'il y a entre eux. Hippocrate disait de manière générale qu'il était nécessaire de comprendre la nature du tout. Le tout doit être compris dans le sens de la totalité de l'objet d'étude. Les succès d'Hippocrate en médecine attestent la validité de cette méthode dans la pratique. L'usage du mot renouvellement, de la clinique, semble ici plus approprié que celui du mot renaissance, car il ne s'agit pas de redonner souffle à une pratique obsolète, mais de penser dans les termes d'aujourd'hui une clinique qui tient compte de l'introduction massive de nouvelles technologies performantes. L'avancement des connaissances requiert probablement l'absentement du malade. Celui-ci devient un gêneur, en même temps, contradiction manifeste, qu'il est le plan d'épreuve incontournable de l'avancée des connaissances. Comment réintroduire pleinement le malade dans cette triangulation malade-maladie-médecin ? Tel est l'enjeu majeur pour penser une clinique de notre temps. Chapitre 3. Éloge de l'examen clinique. Qu'en est-il actuellement de l'importance de la clinique et de l'examen clinique pour le médecin ? Les progrès de la technologie aidant, à la limite, on entend qu'il ne serait plus nécessaire de pratiquer un examen clinique. Du strict point de vue de la médecine envisagée comme connaissance rationnelle fondée sur différents savoirs scientifiques, il y aurait même une continuité entre l'examen clinique et l'irruption massive des techniques permettant d'affiner, de préciser, de confirmer le diagnostic. Presque même une passation de pouvoir, assez naturelle somme toute. Le mot de continuité mérite un développement et des explications qui seront déployées tout au long de ce chapitre. L'interrogation actuelle que suscitent les relations entre clinique et progrès technologique donne lieu à un débat passionné parmi les médecins. Les termes du débat sont d'une complexité extrême. Il y a lieu d'examiner dans le détail la réalité actuelle de la clinique en fonction des différents domaines de la médecine. Prenons quelques exemples. En cardiologie, le patient qui va se présenter pour la première fois va faire l'objet d'un examen orienté ou ciblé de la part du praticien. Le cœur sera donc ausculté à la recherche d'un souffle dont on précisera la localisation, les caractéristiques, la présence dans la systole ou dans la diastole. À la recherche d'un trouble du rythme dont il faudra déterminer, bien sûr, la nature exacte par d'autres biais. Les poumons seront de même écoutés pour vérifier qu'il n'y a pas d'œdème voire de subœdème, qu'on aurait d'ailleurs déjà suspecté en voyant entrer le patient dans le cabinet, et en l'écoutant respirer de l'autre côté du bureau. Également sera évalué l'état des artères, carotides et artères des membres inférieurs. Ce qui est intéressant, c'est la surprise qui peut être celle du cardiologue après avoir pratiqué l'échographie du cœur. Il est fréquent pour lui, en effet, de noter la présence d'une fuite aortique alors qu'il n'avait entendu aucun souffle, ou même, ce qui est plus rare, découvrir fortuitement un rétrécissement aortique calcifié que n'aurait pas décelé le seul examen clinique. Il est des situations problématiques. Prenons un exemple dans le domaine de l'endocrinologie. La découverte fortuite d'un ou de plusieurs nodules dans la thyroïde avec les appareils d'imagerie actuels les plus performants sans que l'examen clinique soit contributif. Cette situation a quelque chose d'absurde. Si on voulait radiographier ou IRMiser le corps entier de tout un chacun, on en trouverait des anomalies. Ce sont des incidentalomes, termes qui indiquent à quel point ils sont des intrus dans le processus du diagnostic.
qui n'aurait aucun retentissement en termes de symptômes, ni aucune conséquence sur la vie des gens. Quel intérêt? En neurologie, ce n'est qu'au terme d'un examen clinique exhaustif et standardisé et qu'on aura consigné dans son observation, à l'égal d'une démonstration mathématique, m'a dit une amie neurologue, que l'on pourra demander des examens d'imagerie. Car comment le radiologue pourrait renseigner le neurologue, si celui-ci ne sait pas ce qu'il cherche? Pourquoi ne considérerait-on pas l'examen complémentaire comme partie intégrante de l'examen clinique, si on sait pourquoi on l'a demandé? Effectivement, plusieurs spécialistes complètent immédiatement leur examen par une échographie faite au cabinet. Cardiologue, gynécologue, obstétricien, rhumatologue. Certains neurologues recourent immédiatement à un électromyogramme de complément. Et cela, on ne peut le savoir qu'au terme d'un examen clinique ciblé, qui nous permet de savoir ce que l'on cherche ou ce que l'on veut préciser. Taper au hasard n'est pas de la médecine, mais équivaut à acheter un billet de la loterie nationale. Il faut lourdement insister sur cette évidence bien souvent oubliée. Ce n'est qu'après un examen clinique soigneux qu'on peut envisager la prescription d'examens complémentaires qui viennent étayer ou contredire une hypothèse. L'hypothèse, contrairement, hélas à ce que certains croient, ne survient pas après un balayage large à coups d'examens complémentaires sans hypothèse de départ. Parce qu'on a procédé dans ce cas-là, en dépit du bon sens, en court-circuitant l'étape indispensable de l'examen clinique, précédée évidemment de l'interrogatoire, l'écoute. Enfin, on ne sait pas ce qu'on perd à ne pas examiner ou interroger les malades. Je voudrais signaler ici la remarquable conférence qu'a donnée à une assemblée d'anesthésistes réanimateurs sous le titre « Ce que disent les mains », Yassine Tandjaoui Lambiotte, lui-même réanimateur. Il nous montre avec rigueur et enthousiasme ce que le simple examen des mains peut apporter aux cliniciens. Visible sur YouTube. L'examen clinique, en médecine générale, c'est encore une autre affaire. Pour 2 raisons au moins. La première, le médecin généraliste est le médecin de famille. À ce titre, il observe et connaît donc souvent les liens existants au sein de la famille. Il a beaucoup d'enfants dans sa patientèle. Observer les relations entre l'enfant, particulièrement le petit enfant, avec sa mère ou son père, permet quelquefois de comprendre mieux la survenue de certaines pathologies. Lorsque des enfants, spécialement des bébés, sont fréquemment amenés en consultation, il est légitime de se poser la question. Ne serait-ce pas la mère, le père ou le couple qui est malade? C'est ce que théorisait Michael Balin dans un saisissant raccourci, l'enfant comme symptôme offert. Le cabinet du médecin généraliste est aussi, selon moi, le lieu qui offre au patient la plus grande possibilité pour lui de faire valoir ses doléances et d'évoquer son ressenti ou son vécu. Même si le temps qui lui est imparti pour parler est moins long que ce qu'il souhaiterait, il se bat pour que sa parole soit entendue voire écoutée. D'où d'ailleurs une source de conflit et ou d'insatisfaction de l'une ou l'autre des parties ou des deux. Il est fréquent, et cela est rappelé par Balin, que des événements traumatiques objectivement mineurs soient interprétés de façon très péjorative lors d'accidents du travail, par exemple, chez des patients qui étaient parvenus jusque-là à un équilibre précaire. On se situe là dans une confrontation brutale entre le disease, le point de vue du médecin, et l'illness, point de vue du malade. Dans ces circonstances, rien n'est plus contre-productif que de dire au malade « vous n'avez rien » ou encore « vous devriez consulter un psychiatre ». Que peut entendre le malade sinon qu'il est un simulateur ou un fou? D'ailleurs, il ne peut entendre autre chose, étant donné que dans un propos comme dans l'autre, c'est ce que dit le médecin à mots à peine couverts. Balin propose « Peut-être le médecin aurait pu éviter cette situation fâcheuse en disant au malade « Je pense que vos souffrances sont dues à certaines réactions psychologiques consécutives au choc que vous avez subi et par conséquent notre premier soin devrait être un examen psychologique approprié. D'autre part, pour nous en assurer et simplement à titre de précaution, je demanderai en même temps à un chirurgien de vous examiner. » La deuxième raison, c'est la question complexe de ce qu'est un diagnostic en médecine générale. Certains pourraient me rétorquer qu'en médecine, il n'y a qu'une seule acception du mot diagnostic. Je ne le crois pas. Il y a, c'est exact, des maladies que je qualifierais de maladies à diagnostic, celles qui font partie de la nosographie officielle académique. Ceci est tout à fait admis et indiscutable. D'ailleurs,
Le médecin généraliste est le médecin de premier recours lorsque des malades avec des maladies à diagnostic se présentent à lui. Quitte à faire appel ultérieurement à des spécialistes si nécessaire. Mais il y a aussi en médecine générale des malades, sans diagnostic. Et qui le resteront. Et ce n'est pas péjoratif. Et c'est aussi de la médecine, et ces malades sont aussi à prendre en considération. Car ils sont malades de leur mal-être, anxieux et malades de leurs conditions de travail, des conflits au sein de la famille. La liste des causes serait longue à établir. On parle de malades fonctionnels. Cette expression est souvent dite avec une moue dubitative. Il s'agit de malades d'angoisse, donc de malades. Bien sûr, leur pronostic vital n'est pas en jeu, encore que certains suicides se situent dans ce contexte, mais leur qualité de vie si, colopathie fonctionnelle, épisodes de tachycardie, insomnie, troubles sexuels. Ils ont besoin d'être entendus, d'être écoutés, d'être rassurés. N'oublions pas la définition de la santé, selon l'OMS. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors si on n'est pas malade, est-on pour autant en bonne santé ? Et ce n'est pas le rôle du spécialiste hospitalier de s'occuper de ce genre de pathologie, ou de ces multiples pathologies car c'en est une. Le pire, c'est que parmi les médecins généralistes qui parlent et même écrivent, il en est qui évoquent des pseudo-diagnostics qui seraient des formes d'imposture. Ce seraient de faux diagnostics car non fondés sur une étiologie précise. On aurait affaire à des malades qui fabulent, car qui dit maladie dit substratum anatomo-pathologique. En poursuivant dans la même direction, les malades psychiatriques seraient aussi des simulateurs. On ne gagne rien à vouloir aligner la médecine générale sur la médecine hospitalière spécialisée, voire ultra spécialisée. Ce n'est pas ainsi qu'on défend la médecine générale. Ce genre de propos a comme effet d'éloigner un peu davantage encore le malade du médecin. Car le médecin soutient qu'il lui revient bien à lui, le médecin, de décréter s'il y a maladie ou pas. En conséquence, s'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de malade non plus, alors que celui-ci tente en vain de persuader son médecin qu'il ne va pas bien. Comment comprendre autrement ces réactions excessives de patients à qui le médecin demande de préciser ses symptômes et qui répondent « C'est vous le docteur ». Et ici le rôle de l'examen clinique est complexe. S'assurer de l'absence de pathologie organique sous-jacente et aussi, comme le dit encore Balin, que le médecin se prescrive lui-même. Quoi qu'en disent les médecins les plus rationnels, poser la main sur le ventre d'un patient qui présente une colopathie fonctionnelle peut avoir une vertu thérapeutique. C'est l'aspect chamanique de la médecine. C'est, je le répète, le médecin qui se prescrit lui-même. Je ne soutiens pas que ce soit à encourager car il y a, c'est vrai, quelque chose d'irrationnel dans cela, mais c'est ainsi, c'est une réalité indéniable. À l'évocation de l'aspect chamanique de la médecine, certains collègues ont les cheveux qui se dressent sur la tête. Et leurs arguments sont recevables, d'autant plus recevables que nous avons vis-à-vis des malades les mêmes préoccupations et les mêmes interrogations. Il y aurait, selon eux, une proximité du médecin avec son patient qui l'autoriserait à un geste d'empathie destiné à activer la chimie cérébrale du patient. C'est ce genre de phénomène que développe la théorie du nudge. Il s'agit d'un modelage inconscient de nos comportements. On peut donc à ce sujet évoquer une logique de pouvoir, de la part du médecin. Risque réel que perçoivent avec acuité ceux qui sont farouchement attachés à un point de vue humaniste non manipulatoire. Car, et Serge Tisseron l'a bien montré, l'empathie peut être dévoyée au profit d'une manipulation. J'ai bien conscience que l'évocation de l'aspect chamanique de la médecine peut être dérangeante pour un esprit rationnel. Il a quelque chose à voir avec la magie, donc ouvre à de possibles dérives de type manipulation ou prosélytisme sectaire. La médecine hippocratique s'est constituée contre cela. Mais il est possible d'envisager que cette part chamanique soit le noyau résiduel d'irrationnel face à l'avancée, et heureusement, de la rationalité en médecine. Il est probable, selon moi, que persistera ce noyau irréductible d'irrationalité. Même s'il ne fait que s'amenuiser. Le mot irrationnel présente une connotation équivoque et problématique. Ce qui met mal à l'aise, c'est que cette main posée sur le ventre a fréquemment une vertu thérapeutique et on en ignore l'explication.
Je trouve qu'il y a ici précisément une proximité entre le mot irrationnel et le mot idiopathique. Idiopathique, mot quelque peu fourre-tout, largement utilisé en médecine pour désigner une chose que l'on ignore. Par exemple, une maladie idiopathique est une maladie dont on ignore la cause. Cela nous mène à la notion de progrès et à la notion de progrès de la connaissance, ainsi qu'à la notion de raison. Il y a une sorte de perversion de la catégorie de progrès. On a l'impression que ce que l'homme ne connaît pas, il finira un jour ou l'autre par le connaître. Ce n'est pas du tout sûr. Mon point de vue, c'est que les connaissances tendent à augmenter, mais comme la courbe de l'hyperbole, elle tendra toujours plus vers ses asymptotes sans jamais les atteindre. Il est certainement légitime d'aspirer à connaître chaque jour davantage, mais à bien y réfléchir, est-ce que ce qu'on ignore n'est pas supérieur quantitativement à ce que l'on connaît ? Certes, le désir prométhéen de l'homme est un puissant moteur pour aller de l'avant. Mais il faut lui admettre des limites. Ces limites, ce sont d'abord la mort, achèvement obligatoire de toute vie, qui est une limite insurmontable en dépit de certaines illusions fort répandues aujourd'hui. Une deuxième limite consiste à se demander si l'amélioration des connaissances et des techniques a un quelconque impact positif sur la qualité des relations humaines et sur la recherche indispensable du sens de toute vie humaine. Le progrès ne saurait être infini ou illimité. Il ne peut être entendu que d'une manière relative, dont les limites sont les bornes qui l'empêchent de basculer dans l'inhumanité. Il est important que très régulièrement soit posée la question des bienfaits du progrès dans la vie des gens. Enfin, je voudrais rapporter ici une histoire fort intéressante que m'a racontée une amie généraliste. Elle reçoit un jour en fin d'après-midi un appel téléphonique d'une de ses patientes. Celle-ci totalement paniquée car, dit-elle, on m'a découvert un diabète. Rendez-vous est pris pour le soir même. La patiente présente ses glycémies à jeun, elle se situe à 1,14 g par litre. Pas de quoi fouetter un chat, le seuil glycémique pour affirmer un diabète étant de 1,26 g par litre. Ma collègue reprend avec elle l'histoire de la dame. Cette patiente est tombée enceinte il y a 1 an ou 2. Au cours de sa grossesse, elle a présenté un diabète gestationnel. Et aussi un placenta prévia, c'est-à-dire un placenta inséré sur l'utérus en position anormale, situation susceptible de provoquer des hémorragies. C'est ce qui n'a pas manqué d'arriver. L'accouchement s'est passé en catastrophe, l'enfant n'a pas survécu, hémorragie cataclysmique ayant nécessité la transfusion de 7 culots sanguins. Les parents se rendent quasiment tous les jours sur la tombe de l'enfant mort-né. Et cette glycémie élevée, d'1,14 g est venue pour réactiver la douleur de la perte. Cela aussi, c'est de la médecine au sens plein du terme. Au point où nous sommes parvenus, il s'agit de se poser la question : en quoi le plaidoyer pour maintenir la pratique de l'examen clinique se justifie-t-il ? Mais quel examen clinique ? Il est un temps pas si ancien, disons en gros 50 ans en arrière, où le médecin ne disposait pour se faire une idée médicale du malade qui venait le consulter que de ses mains, ses yeux et ses oreilles. Et de son expérience et de ses erreurs. Cette dernière assertion reste parfaitement vraie. Sinon, il pouvait demander des clichés radiologiques standards, bien entendu ni le scanner ni l'IRM n'existaient, et des examens biologiques, malgré tout assez sommaires. Les médecins les plus âgés qui exercent encore actuellement ont été formés de cette manière. Certains auront la nostalgie du souffle mésosystolique rude, râpeux, serratique, maximal au deuxième espace intercostal droit irradiant dans les carotides et vers la pointe du cœur avec claquement d'éjection protosystolique, l'extinction du deuxième bruit en indiquant le caractère serré. Les médecins, les plus vieux en tout cas, auront immédiatement reconnu la séméiologie auscultatoire du rétrécissement aortique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.